Dimanche dernier, Donald Trump a publié sur son réseau social un message en lettres majuscules. Il déclare avoir lu la réponse des soi-disant représentants de l'Iran, ne pas l'aimer et la juger totalement inacceptable. Le ton, la forme, le contenu, tout indique un rejet brutal. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le grand angle. Ce dossier est celui des négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. Il est aussi celui de la recomposition des alliances qu'elle révèle au Moyen-Orient. Nous allons vous présenter les exigences réelles formulées par Téhéran, les divisions internes au régime iranien, les positions des puissances régionales engagées dans le dossier et le déploiement européen au large du détroit d'Ormuz. À l'issue de cette analyse, vous saurez précisément qui demande quoi, pour quelles raisons et avec quelles conséquences immédiates. Pour ne pas perdre le fil de cette analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez alors averti de chaque nouveau dossier. Vous repartirez avec une cartographie complète d'un dossier qui pèse aujourd'hui sur les marchés du pétrole, sur la sécurité du Golfe et sur le commerce maritime mondial. Pour comprendre la séquence en cours, il faut revenir sur les derniers mois. Une guerre a opposé Israël et les États-Unis à l'Iran. Un cessez-le-feu est en vigueur. Depuis, Washington tente d'imposer un règlement global par la négociation, sous la pression d'un projet présenté par Donald Trump et baptisé Liberté. L'idée américaine est simple: faire entrer immédiatement le dossier nucléaire iranien dans la discussion et le placer en tête de toutes les autres questions. L'Iran a pris son temps. Dimanche, Téhéran a remis sa réponse au plan américain, sans la détailler publiquement. Deux versions circulent dans les médias internationaux. Selon le Wall Street Journal, la contre-proposition iranienne inclurait des étapes nucléaires limitées dès le départ. Selon Al Jazeera, la contre-proposition iranienne inclurait des conditions sur les missiles balistiques et la présence régionale. Elle ne contiendrait aucune concession nucléaire en début de processus. Les deux récits sont incompatibles. Le contenu réel se laisse cependant reconstituer à partir des informations fournies par la télévision d'État iranienne, diffusée dans la nuit suivant la remise du document. Cette source officielle expose un ordre de priorité très précis. La fin des hostilités sur tous les fronts vient en premier, en Iran comme au Liban, où Téhéran exige l'arrêt des frappes israéliennes contre le Hezbollah et les populations chiites du sud du pays, ainsi qu'à Beyrouth. Le règlement des conséquences économiques et financières de la guerre vient ensuite. La reconnaissance d'un statut iranien dans le Golfe vient en troisième position. Le dossier nucléaire ne vient qu'après, et seulement si les autres points ont été réglés dans un délai de 30 jours. Là où Washington veut commencer par le nucléaire, Téhéran exige que ce sujet ne soit abordé qu'en clôture d'un cycle de négociations sur le reste. Premier acteur, l'Iran officiel. Le président Massoud Pezeshkian et son ministre des Affaires étrangères incarnent une ligne ouverte à certains compromis. Cette ligne envisage notamment un transfert du stock d'uranium iranien vers la Russie, hypothèse portée par Moscou lors d'une visite récente du chef de la diplomatie iranienne. Deuxième acteur dans l'appareil iranien, le guide suprême Ali Khamenei et les gardiens de la révolution. Cette ligne refuse le transfert du stock, refuse de discuter du programme balistique et refuse toute négociation sur le soutien iranien à ses alliés au Liban et en Irak. Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide, et le chef des gardiens de la révolution Vaïdi en sont les figures principales. Un haut responsable proche du guide a déclaré que le contrôle du détroit d'Ormuz constituait pour l'Iran l'équivalent d'une arme atomique. Troisième acteur, les États-Unis. Donald Trump cherche un succès diplomatique, mais à ses conditions, c'est-à-dire le nucléaire d'abord. Son rejet brutal de la réponse iranienne reflète l'écart entre les deux agendas. Quatrième acteur, Israël, qui pousse pour une reprise du conflit et dispose aux États-Unis du relais d'un lobby pro-israélien. Le sénateur Lindsey Graham en est l'une des voix les plus identifiées. Cinquième acteur, l'Arabie saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman porte une ligne diplomatique. Préserver les investissements liés à la vision 2030, calmer le jeu au sein du Golfe, empêcher une nouvelle guerre. Riyad a coordonné un appel téléphonique avec le Premier ministre pakistanais pour faire pression sur Donald Trump et obtenir le retrait du projet Liberté. Sixième acteur, le bloc composé des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Koweït, aligné historiquement sur Israël et sur le dôme antimissile israélien. Ce bloc soutient la méthode forte.
Septième acteur, le Qatar, qui a rejoint la ligne saoudienne comme la Turquie, le Pakistan et l'Égypte. Cette coalition modérée ne défend pas la République islamique. Elle défend ses propres intérêts économiques et la stabilité régionale. Huitième acteur, la Russie. Vladimir Poutine a proposé d'accueillir le stock d'uranium iranien sur son territoire, offre relayée par l'aile modérée à Téhéran et refusée par les gardiens. Neuvième acteur, la France. Emmanuel Macron a annoncé, depuis le Kenya, que le porte-avions Charles de Gaulle franchirait le canal de Suez en direction du golfe d'Aden, dans le cadre d'une coalition internationale qualifiée de neutre, montée avec Londres pour sécuriser la liberté de navigation au détroit d'Ormuz. Le président français a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un déploiement militaire, mais d'un positionnement. Dixième acteur, le Liban. Beyrouth est sous pression saoudienne pour signer un accord sécuritaire avec Israël sans normalisation. Certains responsables libanais résistent. D'autres souhaitent aller jusqu'à la normalisation. Au-dessus de toutes ces tractations plane une crainte spécifiquement libanaise, celle d'une invasion du pays par la Syrie d'Ahmed al-Joulani. Venons-en maintenant à la cartographie des enjeux. Le premier est le programme nucléaire iranien. L'Iran refuse d'arrêter l'enrichissement d'uranium. Téhéran refuse également d'expédier hors du pays son stock enrichi à 60%, soit 440 kg. Un débat interne, ouvert depuis une semaine, va même plus loin. Des députés iraniens demandent que ce stock ne soit pas dilué, pour conserver une capacité de dissuasion contre toute nouvelle frappe israélienne ou américaine. Le deuxième enjeu est le détroit d'Ormuz. Téhéran exige que sa souveraineté soit reconnue sur ce passage stratégique. Un projet de loi est en cours d'examen au Parlement iranien pour légaliser la perception d'une taxe sur les pétroliers qui empruntent le détroit. Et la pratique est déjà engagée. Un pétrolier qatari a été autorisé à traverser selon un itinéraire fixé par les gardiens de la Révolution, escorté par des bateaux rapides. Aujourd'hui, c'est un super pétrolier irakien à destination du Vietnam qui a traversé à son tour. Riyad paye pour faire passer ses navires. Les Saoudiens ont également payé les Houthis pour faire passer leurs bâtiments par le détroit de Bab el-Mandeb. La cartographie du commerce mondial du pétrole en est durablement modifiée. Troisième enjeu, les sanctions et les avoirs gelés. Près de 100 milliards de dollars d'actifs iraniens sont bloqués dans différents pays. Téhéran exige leur déblocage et la levée des sanctions américaines, au moins partielles, sur les exportations de pétrole. Quatrième enjeu, le réseau d'alliés régionaux de l'Iran, Hezbollah au Liban, Hashd al-Shaabi en Irak. L'Iran refuse toute discussion à leur sujet. La question centrale du dossier, posée en ouverture, peut maintenant être reformulée. Qui obtient quoi et au détriment de qui? Sur le terrain, les lignes ont déjà bougé. Le 8 mai, 3 destroyers américains ont essuyé des tirs iraniens. La marine américaine a riposté en frappant 2 pétroliers iraniens. Vendredi, les Émirats arabes unis ont été visés par une attaque iranienne. Selon les médias iraniens, des photos satellites montrent que le port émirati d'Al-Fujairah a été suffisamment touché pour ne plus pouvoir exporter de pétrole. Selon NBC News, l'Arabie saoudite et le Koweït ont refusé pendant un temps de mettre leur base et leur espace aérien à disposition des États-Unis. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a par ailleurs adressé un avertissement direct à la France et au Royaume-Uni, prévenant que tout bâtiment militaire occidental approchant du détroit s'exposerait à une réaction dure. Ce dossier produit, dans le monde concret, plusieurs effets immédiats. Le premier touche les prix du pétrole. Toute interruption durable du trafic au détroit d'Ormuz se transmettra aux pompes européennes en quelques semaines. Le deuxième effet est diplomatique. L'Arabie saoudite, longtemps alignée sur Washington, est désormais l'un des freins majeurs à une reprise du conflit américano-iranien. Cette réorientation profite à Téhéran sans qu'aucun accord formel ne soit signé. Elle s'accompagne de tensions persistantes entre Riyad et Abu Dhabi, deux capitales qui s'affrontent indirectement au Yémen, au Soudan, en Libye et en République démocratique du Congo. Le troisième effet est militaire. Le porte-avions français Charles de Gaulle se positionne dans la zone, mais la France ne dispose pas, seule, des moyens d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force. Une opération militaire d'ampleur supposerait une coalition élargie incluant Londres, Washington et probablement Israël, coalition qui n'est aujourd'hui pas constituée. Le quatrième effet est libanais.
Une partie de la classe politique de Beyrouth aurait préféré voir le porte-avions français stationné au large des côtes libanaises, pour dissuader une avancée du nouveau pouvoir installé à Damas. Vous percevez à travers ces effets comment un dossier nucléaire est en train de devenir un dossier maritime, énergétique et financier, qui dessine les contours d'un nouvel ordre régional encore instable. La question posée en ouverture appelle maintenant une réponse précise. L'Iran exige la fin des hostilités sur tous les fronts, le paiement de réparations de guerre par les États-Unis et les monarchies du Golfe, le déblocage de ses avoirs gelés, la levée des sanctions américaines et la reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz avant toute discussion sur le nucléaire. Et dans un délai de 30 jours, Donald Trump exige strictement l'inverse. À court terme, 3 points sont à suivre. Le vote au Parlement iranien de la loi instaurant la taxe sur le détroit. La position définitive d'Emmanuel Macron sur le rôle exact du Charles de Gaulle et l'évolution du rapport de force interne à Téhéran entre la ligne Pezeshkian et les gardiens de la Révolution. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt sur le Grand Angle.